Allez, on va commencer. Il est l'heure. L'heure du goûter est passée. Ben, écoutez, bonjour. Bonjour à toutes et à tous pour votre participation à cette dernière table ronde de la journée. Et on va aborder un sujet industriel. Donc, je suppose que si vous êtes là, vous êtes concerné par ce sujet-là. Et notamment un enjeu important qui concerne effectivement les accès au contrôle industriel. Nous avons 4 superman du domaine. On fera les présentations tout à l'heure. Quelques mots-clés du sujet. Bien sûr, accès. Important. Je prends mes lunettes parce que je ne connais pas tout. On va effectivement, dans le cadre de cette thématique-là, parler effectivement des accès, des droits d'accès, de la gestion des accès, de la responsabilité aussi des accès. C'est important. On abordera aussi le sujet de la réglementation. Les accès par rapport à contraintes réglementaires actuelles, à venir, actuelles et à venir. Hein. N'oubliez pas, la NIS 2, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais hier, c'est ça, il y a eu des décisions qui ont été prises sur la NIS 2. On va dire que ça y est, la fusée NIS 2 est lancée. Mais au-delà de la NIS 2, il y a le CRA qui arrive à grands pas. Et puis il y a un autre sujet que vous connaissez peut-être moins, c'est le nouveau règlement machine. Je ne sais pas si vous êtes au courant du nouveau règlement machine. Qui est au courant du règlement machine, qui arrive aussi? Janvier 2027, vaste sujet, gros problème. Et effectivement, le problème des accès aux équipements. Donc voilà, toutes ces thématiques vont être abordées durant 3 quarts d'heure. Donc on aura effectivement une partie où chacun va s'exprimer. Et puis si vous avez des questions, et je suis sûr que vous allez avoir des questions, bien sûr, on va passer un bon moment effectivement à répondre à vos questions et vos interrogations. Je pense que c'est bon. Alors, pour cette table ronde, je vous ai parlé, nous avons 4 Superman. Je vais vous présenter quand même le premier d'entre tous. Je ne dis pas le meilleur parce que les autres ne vont pas être contents, mais en tout cas, un spécialiste du domaine, Sabri Kermichak, qui est le fondateur de la société Fortress Security. Donc vas-y, lève la main pour voir qui tu es. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ce que tu fais? Rapidement, hein, parce que quand je dis 2 mots avec lui, en général, c'est plutôt plus que de 2 mots. Donc en 2 mots, est-ce que tu peux dire ce que tu fais? Alors, on est une société de services, on accompagne les industriels sur leurs problématiques de cyber dans les réseaux industriels, que ce soit sur les phases amont, état des lieux, feuille de route et réglementation. Et sur la deuxième, sur l'accompagnement, ce qui est la transformation et la mise en œuvre des plans d'action. Parfait. C'est bon pour tout le monde? Vous avez retenu? Il y aura un questionnaire à la fin. Donc notre deuxième intervenant, je suis obligé de prendre mes lunettes. Deuxième intervenant, Jérôme Gonzalez, qui est là-bas. Il est où? Voilà, super. Présente-toi et explique-nous un petit peu. Oui, bonjour à tous, Jérôme Gonzalez. Donc, je suis associé chez EY, donc je suis en charge du développement de notre pratique cybersécurité pour les régions. Donc voilà, EY souhaite se développer dans les régions. On est en train de créer une équipe, on est en train de recruter, on a envie de développer notre practice et notamment un sujet qui est très intéressant, pour lequel on est là ici pour discuter de sécurité industrielle. Et voilà, c'est le sujet qu'on souhaite énormément pousser. Voilà. Merci beaucoup. Notre troisième Superman, Itamar, tu as la parole. Bonjour à tous, donc Itamar Ferreira de Santos, je suis le responsable cybersécurité du groupe FIV, qui est un groupe industriel qui conçoit des machines et des systèmes industriels un peu partout dans le monde. Et l'objectif, c'est justement de sécuriser nos environnements de production, s'assurer que les machines qu'on livre à nos clients sont conformes aux nouvelles réglementations arrivant. Et justement, j'interviens notamment dans le cadre des formations, mais l'objectif, c'est de parler un peu d'accès distant aujourd'hui. Ça va être l'objectif de vous présenter un peu notre expérience là-dessus. Super, parfait. Et puis donc, bien sûr, quatrième Superman, Sébastien. Ouais, Sébastien Gécheka, je viens de chez ACC. ACC, c'est une ESN nationale qui fait avant tout et surtout reconnu sur la partie IT et qui opère sur la partie OT et IoT depuis maintenant plus de 4 ans. Et on accompagne les clients privés comme publics dans leur expérience sur la partie cybersécurité au niveau déploiement, organisation et réglementation aussi, dont tu parlais tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, je répète, quelques mots-clés à retenir pour cette session. Gestion d'accès, des tiers, accès à distance, mise en place de mécanismes de sécurité et de contrôle, et puis validité, conformité réglementaire,
Ça sera un petit peu les mots-clés qui vont nous guider pendant ce quart d'heure. Alors, premier constat, qui veut faire un premier constat? Enfin, je dis qui, mais on avait décidé d'avance qui allait faire le premier constat. C'est Jérôme. Un petit constat sur pourquoi justement cette thématique est une thématique critique, est importante. Alors déjà la thématique de la sécurité industrielle, donc pourquoi on en discute. Alors je précise qu'avant de retourner dans le monde merveilleux du conseil, j'ai été RSSI chez XP Logistics et donc j'ai été confronté à la sécurité qu'on peut avoir dans des entrepôts, des agences de transport, etc. Donc c'est un vrai sujet qui est intéressant parce que on sécurise beaucoup l'IT, on sait que c'est important et à côté de ça, l'OT c'est souvent un peu le parent pauvre de la cybersécurité. Parfois on le laisse un petit peu de côté alors que c'est essentiel, que les incidents potentiels peuvent avoir des répercussions très fortes sur des arrêts de production. Et quand on a un arrêt de production, c'est du business qui s'arrête, c'est des impacts financiers, etc. Donc on a des vrais sujets là-dessus et la disponibilité, elle vient de essentiellement aussi notre sécurité industrielle. Donc c'est vraiment important de la prendre en compte. Et on a des exemples tous les jours, et notamment là en ce moment, je ne sais pas si vous avez suivi, mais on a Jaguar Land Rover qui est complètement à l'arrêt depuis début septembre. Et pour combien de temps on ne sait pas, donc ils ne peuvent pas fabriquer une voiture. Il y a quelques années, on a eu l'exemple de Colonial Pipeline, qui est un gros exemple. Ils ne pouvaient plus transférer du pétrole du Texas à l'est des États-Unis. Donc voilà, on a plein d'exemples comme ça. Donc là, on est vraiment sur les exemples du pire, mais ça peut arriver à tout le monde tous les jours parce que parfois, on a tendance à laisser de côté un petit peu la sécurité industrielle, alors que c'est un sujet essentiel. Et juste pour revenir sur l'exemple de Colonial Pipeline, c'était justement un problème d'accès distant à un VPN où il n'y avait pas d'authentification à double facteur qui a causé cet événement. Voilà. Un commentaire? Avec le micro, c'est mieux. Allumé. Commentaire surtout avec des chiffres. Vous savez très bien qu'on aime énormément les chiffres dans le domaine de IT et OT aujourd'hui. Juste pour rappel, aujourd'hui, 30% des attaques mondiales, d'après une enquête de chez IBM, ont ciblé en 2025 des entités industrielles. Quand je dis industriel, c'est vraiment le modèle OT. Et pourquoi ça a été ciblé à ce sens? Parce qu'aujourd'hui, ces segments, en tout cas, sont, comme disait tout à l'heure, la partie parent pauvre. C'est-à-dire que il y a beaucoup de failles qui sont reconnues, il y a beaucoup d'OS qui sont assez vétustes aussi et vieux, et sur lesquels on laisse traîner des failles un petit peu à droite à gauche. Autre point aussi de sensibilisation, c'est au niveau aussi ce qu'on appelle automaticien sur la partie OT, c'est d'essayer d'acculturer aussi sur ce modèle de partie cybersécu. Aujourd'hui, pareil, si on reprend quelques chiffres sur la partie Ipsos, le dernier rapport qui a été fait par Cybermalveillance, c'est que 60% aujourd'hui des gens connaissent et ont reconnu avoir été attaqués par ce qu'on appelle du phishing. Mais si on descend petit à petit, si on parle du QRshing, par exemple, tout ce qui est partie QR code, là, on retombe uniquement que sur du 5 à 6%. Donc, encore une fois, ça veut dire que les gens aujourd'hui, même nous au quotidien, on ne fait pas trop attention et dans le domaine industriel encore moins parce qu'on a ces habitudes de se dire on est cloisonné, on est verrouillé, on est sur des systèmes propriétaires. Et là encore, même sur ces systèmes propriétaires, on est sur des moyens de communication et de transmission qui ne sont pas totalement sécurisés en termes de transport, en termes de chiffrement et en termes d'authentification. Un retour d'expérience sur le sujet, parce que quand on parle de constat, c'est important d'avoir un retour d'expérience. Alors, entre Sabri et Itamar, retour d'expérience. Je voulais juste compléter ce qui avait été dit avant. Donc, il faut bien comprendre que l'environnement industriel, il est très hétérogène. D'accord. On va avoir un ensemble d'intervenants aussi qui vont avoir lieu là-dessus. On va avoir des fournisseurs, des mainteneurs, des prestataires. Donc, bien évidemment, tous ces accès-là, ils doivent bien évidemment être contrôlés parce que ce sont des vecteurs d'attaque dans ces environnements. En fait, moi, j'aimerais bien revenir un peu sur cette notion d'historique des accès distants, parce que moi j'ai commencé mes premiers états des lieux de sécurité informatique industrielle en 2003 dans le groupe Alstom. On est en prestation de service et j'ai vu l'évolution un peu de la sécurité dans l'informatique industrielle. Et en fait, de mon point de vue, déjà le Covid a levé complètement une très grosse barrière sur les accès distants. Qui soient externes, on parle beaucoup des mainteneurs, mais moi il faut aussi parler des accès distants internes, les automaticiens notamment, donc c'est un vrai sujet aussi. Moi-même, quand j'ai été aussi responsable cyber dans un grand groupe industriel qui s'appelle Saint-Gobain, après l'attaque NotPetya et un autre groupe minier, où finalement on a été obligé d'ouvrir les accès distants juste après les confinements. Moi, j'ai vu les confinements dans le monde, puisqu'on ouvrait les usines à l'extérieur, à l'externe pour les accès distants, et aussi
il y a aussi un gain financier. C'est une approche aussi qu'on a pour les accès distants. C'est-à-dire qu'il y a un réel gain financier lorsqu'on fait un accès distant. Je vous donne juste un exemple vécu. Voilà, fournisseur de machines allemand qui livre une machine en Inde, par exemple, dans une usine indienne. Le jour où la machine est en panne, l'accès distant, ça aide beaucoup. Parce que sinon, si on n'a pas l'accès distant aujourd'hui, faut faire le visa, ouvrir, payer le billet d'avion et tout. Donc on perd ça coûte déjà en transport, ça va coûter en perte d'exploitation. Donc il y a un vrai ROI derrière les accès distants. Et je reviendrai aussi là-dessus tout à l'heure comme étant aussi peut-être un des leviers d'accélération de la sécurisation des accès distants. Voilà. Donc, ce qui se passe après, voilà, le Covid a débloqué l'accès distant et moi je vois bien que maintenant ce n'est plus un sujet. J'ai un ex-collègue qui est là, où voilà, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on ne peut plus concevoir un système sans accès distant, donc il faut le prévoir by design. Donc ça, voilà, c'est un premier point. Et on a le sujet, et ça peut-être tu pourras en parler aussi, des équipementiers aujourd'hui. Ça c'est un constat aussi que j'ai, c'est qu'aujourd'hui on a même des fournisseurs de machines qui livrent des machines avec des accès distants qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait même pas puisque c'est dans l'armoire en bas, Oui, tout à fait, ouais. et qui mettent, alors c'est pas le cas, je m'inquiète pas, mais on va dire certains fournisseurs fournissent des boîtiers, des E1 pour voilà, on va dire ce que j'appelle moi le shadow OT, pour qu'ils puissent faire de la maintenance à distance pour se faciliter la vie. Donc on a un vrai sujet aussi là-dessus. Ça c'est vraiment des exemples terrain qu'on a aujourd'hui et qui amènent ce qu'on a dit tout à l'heure, des failles, enfin en tout cas des faiblesses sur les systèmes existants. Tout à fait. Bien. D'autant plus que, oui, juste pour compléter, justement, sur cette notion d'accès distant, il faut bien comprendre que, voilà, aujourd'hui, en effet, comme Sabri disait, aujourd'hui, on a des fournisseurs d'équipements électroniques qui vont parfois rajouter une clé 4G parce qu'évidemment, on n'arrive pas à communiquer avec le service informatique. Les process sont très lourds. Donc, pour avoir un accès, donc qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, on ne va pas passer par l'IT parce qu'ils vont nous bloquer. On va mettre une petite clé 4G, une petite box Internet, et au moins, on va pouvoir faire les actions. Attention, quand vous faites ça, vous exposez votre système sur Internet, vous exposez votre système à des risques cyber qui peuvent être assez importants. Et bien évidemment, le risque, c'est qu'une fois que vous allez brancher cette machine sur le système de votre client, il y a un risque de propagation. Juste pour rajouter, je pense qu'on a un peu tous eu les mêmes expériences sur les fameuses box internet qui sont achetées au supermarché du coin parce que demander à l'IT, ça met trop de temps. Et il y a parfois cette mauvaise connexion, cette mauvaise communication avec les services informatiques qui sont peut-être parfois pas assez réactifs. Et c'est toujours qu'on revient toujours à faire ce lien entre l'OT et l'IT et de converger de plus en plus et de communiquer de plus en plus. Bien, vous avez compris le constat. Chaud, hein. Mais c'est facile de faire des constats. Mais je vais leur poser la question maintenant. Parce que je pense que vous la posez tous. On fait comment maintenant ? On est tous fabricants de machines, installateurs. Enfin, certains d'entre vous, c'est votre cas. On dit c'est pas bien, il ne faut pas faire ça, mais il faut faire comment ? Sabri ? Surtout, je lui demande à lui parce qu'il est toujours en train de critiquer. Ouais, les gens font pas assez bien. Je sais pas, il est comme ça. Il critique. Ouais, voilà. C'est un RSSI, quoi. RSSI. Ça va, j'ai pas été Donc, méchant. Alors, on commence par quoi ? Non, déjà, alors il y a deux, moi j'aime bien quand on a une problématique un peu complexe, enfin en tout cas la décomposer en types. Déjà, il y a les points de vue. On a la vision, je dirais, fournisseur de solutions machiniste. Il y a aussi la vision utilisateur et il y a aussi la vision, on va dire, de l'industriel au sens standardisation. Donc, si je prends un peu mon expérience côté industriel, la première chose, c'est déjà, c'est basique ce que je vais dire, mais il faut l'assumer, pour revenir sur un petit peu sur les fondamentaux, c'est l'inventaire. C'est inventorier quand même ces accès distants et c'est les usages. Parce qu'en gros, on ne va pas se leurrer, il y a grosso modo deux types d'accès distants qu'on a besoin. C'est soit une prise en main à distance d'un PC côté réseau industriel ou sur lequel on va avoir tout l'outillage pour programmer, configurer les équipements, ou ça c'est le cas numéro 1. Et le cas numéro 2, c'est l'outillage en question, il est plutôt côté équipementier,
parce que moi, les cas que j'ai vécus, c'est parce que le fournisseur de machines ne voulait pas déposer le code des automates dans le réseau de son client, prétextant de la propriété intellectuelle. Ça se discute, bref. Mais voilà, donc du coup, il avait besoin d'un flux direct depuis ces systèmes. Donc il faut aussi inventorier les accès, les usages. Malheureusement, des fois, y aller ouvrir certains placards parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça marche. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième point qui est important, c'est d'avoir une approche par les risques. Parce que ça, on va pouvoir aussi, je dirais, prioriser les actions. C'est-à-dire, toutes les machines dans une usine ne se valent pas, entre guillemets. Hein. On a des niveaux de criticité différents. Ça, vous avez des kits de classification, notamment dans le cadre pour Nice 2, puisqu'on parle un peu de réglementation. L'ANSSI a publié en avril de cette année un document qui s'appelle Classification des actifs industriels, qui va être le référentiel pour les analyses de risque côté Nice 2 sur les actifs industriels. Et du coup, sur chaque type d'actif, il va y avoir des exigences spécifiques. Donc ça, identifier, classifier suivant les attentes de l'ANSSI, alors même si on n'est pas Nice 2, mais ça apporte quand même pas mal de choses, permettre aussi d'avoir une vision sur le risque et les priorités et aussi les usages distants sur les systèmes. Je laisse mes collègues parler, parce que si je continue, j'en ai pour 2 heures. Ouais, je vais l'arrêter, mais justement par rapport à ça, il serait aussi intéressant d'avoir votre vision, vous en tant que user. Quel conseil vous donneriez à un concepteur, un équipementier, un intégrateur par rapport à ces problèmes d'accès, de gestion d'accès à distance? Qui peut répondre à cette question? Je vais essayer de la répondre. La réalité, c'est qu'on constate que forcément, en tant que fabricant, on va plutôt demander aux clients de prendre en compte la gestion des accès distants, parce que bien évidemment, c'est l'infrastructure du client. Donc on va essayer un peu de responsabilité, tout en ayant des voies de conseil, mettre en place des bons moyens d'accès avec de l'authentification multifacteur. De la traçabilité, très important, parce qu'évidemment, une fois que nos opérateurs sont en train de manipuler une machine, il va falloir qu'ils soient capables de faire de la due diligence, de prouver quelles actions ont été faites par mes opérateurs et qu'en cas de compromission, que je puisse être capable de le justifier. Donc, en effet, on essaie plutôt d'aller proposer d'aller chercher des solutions, de discuter avec l'IT du client, l'expliquer le pourquoi on a besoin de ces accès distants et quelle est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir ces accès-là. C'est un peu plus compliqué de prendre la décision d'ajouter des outils nous-mêmes parce que forcément, on est dans l'infrastructure du client. Quelqu'un veut... J'en étais sûr. En fait, en tout cas, moi, en termes de solutions, j'ai été confronté à 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le fournisseur de solutions, le machiniste, qui veut imposer sa solution et qui est totalement, je dirais, légitime, parce qu'il peut, s'il fournit son client, il ne peut pas se permettre d'avoir 100 comptes à gérer par opérateur. Donc ça, il y a une problématique. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième, côté industriel, il faut aussi avoir une solution qui va permettre d'uniformiser les accès, de mieux les contrôler et le sujet, en tout cas la meilleure réponse qui a aidé, malheureusement il n'y en aura pas une, c'est un peu le constat que j'en fais aujourd'hui au bout de quelques dizaines, au bout de 20 ans, c'est que malheureusement on va devoir avoir plusieurs solutions d'accès distant sur une usine. Et donc soit on est dans une logique où on est sur un système, une machine, je dirais dans un environnement clos qui n'interagit pas avec l'environnement du client, peut-être qu'il a une passerelle pour échanger de la donnée, mais bon, ça peut être aussi sécurisé. Dans ce cas-là, on pourrait accepter la solution du tiers, mais, et ça c'est un point aussi que j'ai très rarement vu, par contre, blinder le côté contractuel. C'est-à-dire combien de fois on a eu d'accès distant qui ont été mis en œuvre sans plan d'assurance sécurité, sans contrat, sans engagement du tiers, c'est-à-dire que, je rappelle ce qu'on a dit, s'il y a une propagation d'une activité malveillante depuis le système du tiers vers l'usine de l'industriel, aujourd'hui l'industriel, il n'a contractuellement, dans 90% des cas, il n'a aucun contrat sur ce sujet-là. Déjà, s'il a un contrat, qu'on appelle ça une convention d'accès distant, c'est déjà
rare, mais alors là, en plus intégrer dans la convention cette dimension responsabilité du fournisseur, ça je pense que je l'ai vu qu'une fois. Alors pourquoi c'est important et pourquoi du coup comment dire, je bouge un peu le curseur sur la dimension contractuelle, que comme vous le comprenez, la partie contractuelle, ben, c'est engageant pour le fournisseur. Mais du coup, ça va l'obliger aussi à avoir une réponse et à tirer son niveau de sécurité vers le haut. Et c'est aussi la logique derrière Nice 2. Pour ceux qui ont un peu creusé le sujet de Nice 2 quand même intègre des obligations de l'industriel vis-à-vis de ses fournisseurs. Donc l'objectif, pour ceux qui ont fait de l'automobile, vous savez, le niveau de fournisseur, niveau 1, niveau 2, enfin voilà, tiers 1, tiers. Le but c'est quoi? C'est que le niveau 1 impose des choses au niveau N-1 et ainsi de suite. Et de cette manière, on arrive à créer, on va dire, je dirais un écosystème de confiance autour de ça. Et c'est un peu ça la logique de Nice 2. Et donc, il ne faut pas négliger le côté contractuel. Encore une fois, plan d'assurance sécurité, convention d'accès distant qui explique clairement quel est le périmètre, quel est le cas d'usage de l'accès distant et pourquoi il a été mis en place, et engager aussi le fournisseur sur sa responsabilité. Quand on commence à discuter de ça avec le fournisseur, rapidement, il va dire, bon, et vous, qu'est-ce que vous nous proposez comme solution sécurisée? Donc ça, c'est aussi un bon levier qui est mal exploité au niveau sécurisation des accès distants. Et un dernier point de retour d'expérience, et ça c'est une de mes cicatrices que j'ai, quand j'ai commencé à traiter ce sujet-là, soit en étant responsable cyber ou en tant que prestataire, c'est que j'ai fait l'erreur de m'attaquer directement aux machinistes, aux fournisseurs. Et du coup, je me suis retrouvé, parce que le gars dans l'usine, le donneur d'ordre dans l'usine, lui, c'est pas lui qui traite, donc il laisse faire. Le fournisseur, il dit, de toute façon, j'ai le contrat, il est déjà signé avec l'entreprise, machin. Donc, le monsieur, je vais le recevoir, il va être gentil, je vais l'écouter et je vais lui dire oui, il ne se passera rien. Et donc, la stratégie que j'ai adoptée, c'est de mettre ça en responsabilité des équipes dans les usines. C'est tout simple, et de ne pas m'attaquer, enfin, en tout cas, moi et mes équipes à l'époque, de ne pas m'attaquer aux fournisseurs, mais bien passer par les donneurs d'ordre. Ça, c'est un retour d'expérience que j'ai sur la méthode, qui est un peu frustrant des fois parce qu'on veut que ça se fasse vite et en faisant comme ça prendra plus de temps, mais on a plus de chances que ça aboutisse. Ouais, si je peux compléter justement, parce qu'on a parlé beaucoup de réglementation, on a parlé de contrats, de fournisseurs, mais si on revient un peu sur l'aspect technique, concrètement, quand on va monter un accès distant, ce qu'on demande, c'est les bonnes pratiques, c'est de mettre en place une zone sécurisée, ce qu'on appelle une DMZ industrielle. Ça veut dire que ça va être un point d'échange sécurisé entre le côté IT et le côté OT de l'entreprise pour garantir que les flux sont sécurisés. Et dans cette zone démilitarisée, on va souvent chercher des solutions, comme on appelle bastions, qui vont permettre justement de centraliser les accès distants dans ces environnements avec un certain degré de traçabilité assez important qui permet de prouver justement les actions qui étaient faites pendant ces actions-là. Déjà un bon point. Alors j'ai une autre question, mais là ça va s'adresser à d'autres personnes, parce qu'on a beaucoup parlé effectivement des fabricants et des accès distants sur des machines pour faire de la maintenance, mais qu'en est-il des opérateurs internes de l'entreprise, du responsable maintenance, responsable du service YZ, qui lui aussi, chez lui, avec l'arrivée du nomadisme et ce genre de choses, a aussi besoin d'avoir un accès distant. On fait quoi? Je sais pas, qui veut répondre? Allez, qui se lance? Ils sont timides, ils sont timides. Voilà, Sabri, il n'est pas timide, mais... Tout ce qui est accès distant dont on parle depuis tout à l'heure, vous l'avez compris, moi je viens plus du monde IT que OT. Aujourd'hui, on a une bonne pratique qui s'appelle Zero Trust. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il n'y a pas une solution qui se cache derrière un Zero Trust, c'est vraiment un vrai concept général et global. Zero Trust, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, vous vous imbriquez dans une non-confiance, quelle que soit la personne. Si j'image ça, ça veut dire que quand vous allez faire vos courses, vous rentrez avec votre caddie, vous avez l'agent de sécurité qui va vous scanner une première fois pour dire « Ok, je sais qui tu es, tu as tant de points sur ta carte fidélité, ton chariot est vide, tu peux rentrer. » Vous rentrez dans un premier rayon et en rentrant dans ce premier rayon, il va encore vous scanner pour vérifier que vous êtes toujours le même et que vous n'avez toujours rien dans votre caddie. Vous faites vos courses dans un rayon fruits et légumes, par exemple. Vous sortez de ce rayon-là, vous l'allez au rayon télévision, par exemple.
mais vous allez encore avoir un agent de sécurité qui va vous scanner pour savoir vraiment si vous êtes toujours la même personne. Et puis vous s'assurer aussi que ce que vous transportez dans votre caddie, ce n'est pas incohérent avec là où vous allez aller. C'est vraiment ce phénomène de zéro trust, de se dire qu'à un moment ou un autre, oui, il va falloir à un moment ou un autre qu'on ouvre les portes pour qu'on vienne faire de la télémaintenance et de faire des actions à distance pour éviter de prendre l'avion et de faire chuter les émissions de carbone dans tous les sens, etc. Mais ça veut surtout dire que c'est pas parce que vous l'avez vu passer une fois, deux fois, trois fois qu'à la quatrième, il faut fermer les yeux. Il faut continuer à avoir cet acte de bienveillance et de surveillance. Et comme je disais tout à l'heure, hein, oui, on a des zones démilitarisées. Nous, qu'on opère avec des partenaires qu'on a aujourd'hui aussi sur le stand. Derrière, on parlait de bastions. Ça fait aussi partie des choses très sensibles sur lesquelles on va jusqu'à enregistrer une session globale. Ça veut dire qu'un télémainteneur va venir accéder à travers un réseau externe qui devient totalement protégé. Et sa session va être enregistrée du début jusqu'à la fin. Derrière, on parlait d'acte d'engagement, ça veut dire qu'on va pouvoir redéfinir le fil de la discussion, enfin de toute la partie intervention qu'il a faite et s'assurer qu'il n'est pas allé en delà de ses capacités au niveau accès réseau, parce que ça peut arriver aussi. On en reparlera peut-être juste après au niveau segmentation. Mais en tout cas, on fait attention à tout ça. Alors, très bien, mais moi je voulais parler plutôt du côté humain interne, c'est-à-dire les accès internes par les propres salariés qui font partie de l'entreprise. Alors, moi, je voulais juste rajouter, parce que justement, pour faire une petite transition sur ce sujet-là, c'est qu'on parle donc de zéro trust, c'est exactement ça. Des accès à moindre privilège, c'est un autre des concepts. Des accès basés sur les rôles, c'est encore autre chose. Donc tout ça, ça fait partie du zéro trust. Et en fait, tout ça, ça peut vous permettre d'économiser du temps sur la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup de la sensibilisation, donc des gens qui sont dans les entrepôts, les usines, etc. Ça vous permet d'économiser du temps dessus. On peut imaginer qu'on va essayer de sensibiliser tout le monde dans ce type de structure. Ce n'est pas forcément toujours très pertinent. Si on met en place déjà en premier les moyens techniques, du zéro trust, ENCO et toutes les solutions qui peuvent exister, plutôt que d'aller s'épuiser à sensibiliser des gens sur qui on va éventuellement perdre du temps, et de cibler vraiment les gens qui font de la maintenance, qui vont avoir les accès, qui vont arriver dans le supermarché exactement. Donc ce type de population. Moi, j'ai une réponse par rapport à ça. Moi, je ne vois pas la différence entre un accès interne distant d'un opérateur de l'usine. Alors, quand il est en dehors de l'usine, je ne parle pas vraiment en tout cas, en dehors du réseau industriel. Je ne vois pas la différence en termes de besoins. Et je dirais même qu'il faut unifier le système, parce que pour une raison simple, et ça je reviens parce que moi je focalise un peu sur l'implémentation, je ne suis pas très sur la partie technique, je suis pas parti sur la mise en œuvre. Si vous avez l'opérateur, le responsable de maintenance, l'automaticien qui utilise la solution standard d'accès distant, et je reviens sur mon point de tout à l'heure, il faut responsabiliser les équipes dans les usines. Si lui il utilise cette solution et qu'il a un de ses partenaires qui lui propose une autre solution, lui il l'aura déjà testé, ce sera plus simple pour lui d'imposer la solution qu'il utilise lui-même. Donc du coup, en termes de conduite du changement et d'adoption, c'est important d'avoir cette vision unifiée des accès distants. Voilà, c'est juste une question de posture. Voilà. Ok, donc si je résume, que ça soit en tout cas pour un accès distant, qu'on soit interne à l'entreprise ou externe à l'entreprise, salarié ou personne extérieure, c'est même punition, en tout cas, même règlement, même méthodo et même pratique. Oui, ça fait partie un peu. Alors, je dirais, moi je ne suis pas très fan du terme zéro trust parce que c'est. Voilà. Bref, mais si on veut avoir des approches un peu comportementales, du profil, donner des droits d'accès en fonction de la typologie de l'accédant, c'est un peu le principe du zéro trust. C'est qu'il faut qu'on ait il faut avoir un accès unifié, quoi. Et moi, je suis, jusqu'à preuve du contraire sur les accès distants. Aujourd'hui, le marché montre que les solutions globalement peuvent couvrir les deux besoins. On n'a pas besoin de dédupliquer les solutions, parce que dédupliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire payer deux fois la solution, des formations différentes, il faut des personnes, il faut exploiter, il faut mettre à jour. Le coût, peut-être la facilité de maintenance, c'est un coût supplémentaire qu'on aura demain. Et donc, il faut aussi réfléchir sur comment ça va se passer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et pas faire qu'après la solution soit rejetée parce que les gars dans l'usine ne comprennent pas comment ça marche, quoi. C'est clair. Juste à rajouter sur ça, encore une fois, je viens du mot IT, excusez-moi, mais on appelle chez nous ça insider. Insider, ça veut dire que c'est la personne
sur lequel vous faites 100% confiance, qui a tous les droits d'administrateur et qui peut à un moment ou un autre, volontairement ou involontairement, détruire beaucoup de choses. Encore une fois, vous avez compris, j'aime bien les chiffres. Je vais juste sortir un rapport qui date de l'année dernière. Mais sur l'année dernière, sur toutes les attaques qui ont lieu, on arrivait à approcher les 20% d'attaques qui viennent d'insiders. Insider, encore une fois, ça veut dire c'est une personne qui a beaucoup de droits, sur lequel volontairement ou involontairement, vous ne lui avez pas donné la prime qu'il fallait et il n'est pas content, il va vouloir tout casser, et où son compte a été corrompu. On peut faire très mal si on ne fait pas très attention à segmenter réellement ses rôles et à s'assurer derrière du suivi de ses rôles aussi. C'est donner du pouvoir là, pour certains, sans le savoir. Ils ont un certain pouvoir. Presque Superman d'ailleurs. Presque Superman. Et sur cette notion justement de segmentation et de répartition du rôle, je reviens encore une fois sur les aspects accès externe des prestataires et fournisseurs, etc. C'est très important de contrôler ces accès. Par expérience également, combien de fois j'ai vu avoir des accès distants pour aller faire du support à ma machine et finalement j'ai accès à l'ensemble des machines de l'usine. Donc je peux aller voir les machines de mes concurrents, avoir accès éventuellement à la façon comment l'architecture a été faite. Donc ça aussi c'est un point de vue très important. De la micro-segmentation, s'assurer que vos fournisseurs, vos utilisateurs n'ont accès qu'au périmètre auquel ils sont concernés. Donc voilà, quelques conseils, bonnes pratiques autour d'expérience. Alors, avant d'arriver aux questions-réponses, j'ai une question à leur poser qui est importante. Malheureusement, l'incident est arrivé. On fait comment on doit réagir face à une intrusion à travers effectivement un mécanisme de gestion de maintenance à distance de l'équipement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, pour réagir, il faut être prêt. C'est bête ce que je dis, mais la gestion d'incident et la gestion de crise, ça se prépare. Il faut savoir où prendre la sortie de feu si jamais il y a un incendie. Non, on est d'accord. Donc voilà, pour faire donc il faut vraiment la première chose c'est s'entraîner parce que quand on gère des incidents et j'en ai géré, vous avez quand même 80% de l'activité d'un incident qui se répète et qu'on refait à chaque fois. Et le 20% qui reste, c'est du sur-mesure contextuel. Voilà. Donc ça, il faut l'avoir. Mais encore une fois, la meilleure façon de réagir, c'est déjà de se préparer avec déjà formaliser le qui fait quoi. Donc ça, c'est un point aussi. Ça fait partie de l'inventaire aussi, je disais tout à l'heure. L'inventaire, ce n'est pas juste de l'information technique sur la personne. Ça veut dire que pour se préparer, il faut aussi se préparer avec les partenaires. Avec les partenaires, oui. Exactement, c'est important. Ce que je disais, je parlais tout à l'heure du plan d'assurance sécurité. Le plan d'assurance sécurité inclut une composante qui est gestion de crise, gestion d'incidents et gestion de crise. À quel moment on passe en crise. Donc tout ça, ça fait partie du contrat qui est signé avec le tiers. Et donc voilà, donc bien se préparer. Faire des exercices, voire même, après ça c'est un sujet, alors les exercices, on va pas planter une usine pour faire un exercice, mais aujourd'hui on a des méthodes aujourd'hui de simulation d'exercices de crise sur table, où on essaye de construire des scénarios, mais ça c'est aussi, pour moi la meilleure réaction à avoir sur un incident, c'est de s'y préparer. Et après, le reste, c'est à l'expérience, malheureusement. Apprendre à avoir les bons réflexes. Parce qu'un opérateur qui voit un automate qui commence à avoir un comportement anormal, un HMI un pupitre opérateur commence à avoir des messages, il faut qu'il soit capable de se dire, OK, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois isoler cette machine? Je dois contacter le service informatique doit escalader, je dois communiquer à mes clients, je dois communiquer à l'autorité publique. Donc voilà, c'est tous ces enjeux-là qu'il va falloir traiter. Donc évidemment, il faut travailler ensemble, créer des exercices pour être prêt en cas d'incident. Donc ça veut dire qu'il faut en amont que je choisisse de manière efficace et sûre mes partenaires. Tout à fait. Ah, là il y a un désaccord, super. Alors, il y en a, Itar est d'accord et Sabri n'est pas d'accord, il va nous le dire pourquoi. Ouais, je reviens sur mon point de tout à l'heure. Si on commence à réfléchir comme ça, finalement, la filière ne sera jamais tirée vers le haut. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi que la cyber, c'est un cliché malheureusement, mais on n'est pas là pour quand même empêcher le business de travailler, mais on est là quand même pour pointer les faiblesses et essayer un peu d'améliorer le sujet. Donc si c'est toujours le fait de dire on prend que le fournisseur qui est agréé, certifié, ça ne va pas aider les autres à s'améliorer. L'entreprise aussi, ils ont un fournisseur, il a ses habitudes, il vaut mieux essayer aussi plutôt de travailler avec lui
pour améliorer sa posture, essayer de l'intégrer, parce que de toute façon, c'est un investissement pour ces fournisseurs-là aussi, puisque demain, ils vont valoriser ce savoir-faire ou cette compétence auprès de leurs autres clients. Donc c'est gagnant-gagnant. Donc vaut mieux travailler avec eux. Mais il faut faire, encore une fois, l'analyse de risque. J'y reviens toujours. Et ça, c'est le dada de tout expert de la cyber dans notre métier. Mais c'est ça, déjà, faire cette analyse pour déjà comprendre quel est le niveau de maturité du fournisseur. Pour moi, ça, c'est... Alors, je mets de côté les activités réglementées qui obligent... Oui, effectivement, il y a des activités réglementées où vous êtes obligé d'avoir des... Voilà, pour moi, c'est que 10 ou 15% des industriels en France. Moi, je m'exprime plus pour les 85% qui restent. Ouais, non, c'est tout à fait correct ce que je viens de dire. En fait, il y a ces deux prismes-là. Il y a le prisme, oui, on doit chercher des personnes compétentes parce que forcément, aujourd'hui, ce qui montre, c'est sa compétence aussi. Donc, il faut avoir des gens qui sachent de quoi ils parlent et comment ils peuvent accompagner les entreprises dans cette montée en maturité. Mais bien évidemment, on ne va pas, quand vous êtes un constructeur de machines, et que vous avez votre constructeur qui a 5 personnes et qui vous fait votre carte de contrôle logiciel, c'est un peu compliqué de venir l'imposer à ces fournisseurs-là d'avoir les mêmes pratiques qu'un Siemens. Donc bien évidemment, il va falloir l'accompagner. Parce que parfois, si vous perdez ces fournisseurs-là, vous n'avez pas tout simplement d'autre choix. Donc soit vous allez intégrer l'entreprise dans votre entreprise ou vous allez essayer de les monter en compétences. Ouais, mais c'est le fournisseur avec 5 collaborateurs, c'est un autre risque. Là, c'est la dépendance. C'est la dépendance. Mais c'est un autre problème, ce n'est pas un problème de cybersécurité. On peut remonter l'alerte, mais ce n'est pas notre métier. Non, mais je voulais répondre, monsieur. Juste pour revenir sur ces exercices qu'on appelle bien souvent de récupération ou de rattrapage, nous on fait souvent ça en informatique, on appelle ça un PRA, un PSI, appelez-le comme vous le voulez. Aujourd'hui, sachez qu'avec les partenaires que l'on a sur la partie IT, il est possible de les amener sur la partie OT. Quand je dis ça, c'est que j'ai entendu et je conçois que bien souvent, c'est le parent pauvre, on l'a dit tout à l'heure, et bien souvent on se dit tout ce qu'on met sur la partie IT, c'est pas compatible avec la partie OT. Je vous le dis d'avance, c'est faux. Aujourd'hui, encore une fois, on est sur un salon, on a des partenaires avec nous. C'est des partenaires qui peuvent attitrer les demandes, mais surtout les rapprocher. Et c'est ça qui est important aussi, on en parle depuis tout à l'heure, l'interne, l'externe, regardez les partenaires qu'on a à l'extérieur. Moi, j'aime bien aussi unifier une équipe au sein d'une entreprise et de se dire, on n'est pas dans deux entités différentes. On joue pour les mêmes choses. On l'a dit tout à l'heure, si ça s'arrête, on est tous au chômage. Donc, à un moment ou à un autre, il faut rapprocher ces gens-là. Aujourd'hui, on essaie de les rapprocher avec des solutions qui sont unifiées, qui sont communes et qui permettent réellement de segmenter, de protéger au niveau périmétrique, au niveau de ses accès, au niveau des bastions et tout ce qui s'ensuit. Et jusqu'à aussi, il y a ce fameux terme de jumeaux numériques, de pouvoir réorchestrer une entité, non pas de bloquer une chaîne de production, de pouvoir la créer dans un cocon et derrière réellement gérer et simuler des crises. Ça, on le fait encore une fois avec des partenaires sur lesquels on va récupérer ce que vous avez en production, le mettre à disposition sur un socle totalement différent en termes, on va dire, de data protection et de pouvoir y jouer dessus, des attaques aussi, voire même en amont, d'essayer d'analyser les flux qu'il y a et pourquoi pas, aujourd'hui, on voit ça souvent en cybersec, de mettre à disposition ce qu'on appelle des leurres ou des zones épotes, c'est-à-dire de simuler au milieu de votre réseau des sondes qui vont se dire, moi je suis un serveur FTP, moi je suis un serveur HTTP. Vous allez me dire, arrête, c'est pas sécurisé. Certes, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pour voir si sur votre réseau, il y a quelque chose qui a été corrompu et qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de grossir au fil de l'eau et que vous ne l'avez pas vu rentrer et arriver sur votre réseau. Avant de passer aux questions-réponses, un dernier, quelqu'un va prendre la parole ou pas? Non. Alors, ça va être le moment des questions-réponses. Vous en avez forcément, en tout cas des questions. Les réponses, j'espère qu'ils les auront. Donc, la parole est à la salle. Soyez pas timide. Il en faut un au démarrage. Après, ça va. Qui se lance? Promis, je ferai aucun commentaire. Ah, parfait. Bonjour à tous. Je vous ai entendu parler tout à l'heure des IWON, donc éthiques et autres pour ne pas les citer. J'aurais bien aimé avoir un peu votre avis là-dessus, et notamment par rapport à la NIS 2 qui arrive en force. Est-ce que ces produits correspondent à ce besoin ou pas? Alors, par rapport à NIS 2 aujourd'hui, je vais la redire. La base de NIS 2, c'est l'analyse de risque. Et le deuxième, c'est de maîtriser ses accès. Donc, moi, technologiquement, je n'ai pas trop d'avis sur est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. On retrouve des mécanismes. Après, il faut mettre des procédures en place. C'est-à-dire les procédures, le contrôle des comptes, le patching. C'est comme n'importe quel équipement. Aujourd'hui,
J'ai pas d'avis. Ce que je vois par contre sur les... Alors c'est vrai que je parle Iwon, c'est plus parce que j'ai l'habitude de traiter, mais ce qu'on voit par exemple, je vois de plus en plus chez les clients, c'est que sur Iwon, ils commencent eux-mêmes à créer leur propre tenant Talk2M, que le client lui-même, enfin l'industriel gère lui-même. Et en fait, le fournisseur vient avec son propre équipement et le pire sur le tenant du client. De manière, et ça permet quoi à l'industriel? C'est de maîtriser les comptes, de faire la revue des comptes, désactiver les comptes des personnes qui sont là, gérer la politique, MFA et autres, et ne pas la déléguer à l'industriel, surtout s'il n'a pas le bon niveau de maturité. Voilà. Mais sinon, après ça, il n'y a rien. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction spécifique. Non, il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Oui, il y a un point, en fait, sur la différenciation entre la notion de télémaintenance et de télédiagnostic. Donc, si le besoin, c'est de faire du télédiagnostic, il faut l'en faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut revenir sur l'usage et le besoin et bien faire la séparation. Et donc, si c'est du en tout cas, ce qui va venir dans NIS 2, c'est probablement ça. C'est dire, si vous avez besoin de télédiagnostic, faites du télédiagnostic, mais n'ouvrez pas trop le système juste pour du télédiagnostic. Moi, c'est la seule chose que je vois arriver, mais sinon rien de particulier là-dessus. Si je peux juste compléter, voilà. En effet, on commence à voir ces genres d'outils qui viennent pour faciliter l'accès communication machine-to-machine, comme on appelle, M2M. On parle beaucoup de NIS 2. N'oubliez pas, NIS 2 met en place des process de cybersécurité au sein de l'entreprise. À aucun moment, NIS 2 nous demande de sécurité de produits ou quoi que ce soit. Là, on va plutôt tomber sur le CRA, le Cyber Resilience Act. C'est là où on va pousser les fournisseurs tels que Iwon et NTIC à mettre en place les bonnes procédures de sécurité dans le produit de manière intrinsèque. Donc vous, ce que vous allez devoir faire surtout, c'est s'assurer que ces produits-là sont conformes au CRA, qu'ils ont bien les bonnes notions de mood factor et de traçabilité pour garantir que tout ça c'est sécure. En complément, j'ai cru comprendre que dans un des amendements de la NIS 2 qui a été validé avant-hier, il y a eu une modification de changement de catégorie pour les fournisseurs de logiciels, je crois. Ils sont passés critiques. Ils sont passés en important. En important. Oui, entité importante. Ouais. Entité importante. Ils n'étaient même pas dans la liste. Ils n'étaient même pas dans. Donc voilà. Donc ces fournisseurs. Donc cette solution rentre dedans, donc rentre dans la NIS 2. Tout à fait. Oui. Et dans le CRA. Ouais. Surtout. CRA, bien sûr. Il y a une petite subtilité dans NIS 2 qu'on va avoir, c'est qu'il y a la notion de classe. Et à partir des classes 3, classe 4, donc impact cyber critique, alors niveau 3 c'est élevé. Donc ce qui va être demandé, c'est d'avoir des équipes, de favoriser les équipements, alors attendez, qualifiés. Et pour le niveau 4, certifiés. L'inverse. 3 certifiés, 4 qualifiés. C'est pour ça que c'est l'inverse. Et ça va être comme ça. Et ça va être obligatoire pour les classes 4. Les équipements qualifiés, ça veut dire qu'ils doivent respecter des exigences qui sont prédéfinies par l'ANSSI, par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc voilà, une certification, on peut choisir le périmètre. La qualification, on doit respecter ce qui est fait dans le protocole. D'autres questions? Sinon, j'interroge. Oui, on a parlé beaucoup d'accès distants. Quid des accès locaux? Si on parle des accès locaux, on va parler de deux choses. L'authentification des opérateurs, qui est encore un sujet en tant que tel, et la sécurité des terminaux. Et notamment le durcissement PC industriel, tablette, ou même aujourd'hui on a des smartphones sur lesquels on est obligé de connecter en Bluetooth pour configurer un capteur. Là on est reparti pour une heure, je suis désolé. Oui, c'est vrai, on est passé plutôt à accès distant. Quoi. Non, mais en fait, le truc le plus important à noter pour les accès intra-réseau industriel, le point, aujourd'hui, moi, l'expérience montre que c'est le vrai sujet, c'est l'authentification et la gestion des identités. La tendance que je vois, comme ça je fais une réponse rapide, la tendance que je vois de plus en plus, c'est l'authentification par badge, RFID. En plus, d'autant plus que si c'est le badge qui sert aussi pour l'entrée dans l'usine et tout, ça facilite. En plus, aujourd'hui, la technologie on arrive à faire des ouvertures de sessions applicatives. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on voit, c'est mode kiosque pour le système d'exploitation. Donc l'opérateur n'a plus à saisir un identifiant de mot de passe. Donc on ouvre une session virtuelle avec seulement soit une application qui se met en autologone ou
quelques icônes d'applications autorisées, et ensuite on s'appuie sur l'authentification applicative sur laquelle on fait une authentification par batch. Et là, on arrive à faire de la ségrégation identité par rôle et tout et tout. C'est un peu la tendance qu'on voit sur les nouveaux systèmes. C'est un peu plus compliqué avec les plus anciens. Et qui pour contrôler ces différents types d'accès, à un moment donné, il va falloir centraliser la gestion de ces différents comptes. Donc là, on va travailler soit sur des choses un peu classiques, comme on va trouver des Active Directory, mais dédiés sur la partie industrielle et pas interconnectés avec la forêt IT. Ou sinon, vous allez travailler plutôt avec des équipements du type LDAP, etc., plutôt en local. Mais sans oublier le basique qui est la segmentation réseau quand même, pour s'assurer qu'on communique avec qui on doit communiquer. Allez, il nous reste encore 2 minutes pour des questions. Soyez pas timides. Et le contrôle d'accès réseau aussi, on le met en Indus ou pas? Oui, on peut le mettre. Après, il y a quand même un gros challenge sur cette partie-là. Donc oui, c'est natif sur la partie IT encore une fois. Sur la partie OT, on en est très loin. Mais c'est induit, c'est-à-dire qu'à partir du moment, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les équipes qu'on a aujourd'hui sur la partie IT, on peut les opérer sur la partie OT. C'est natif sur ces équipements-là. On peut directement et assez rapidement les activer et jouer sur de l'authentification plus que forte en termes de notion de device et non plus d'utilisateur, et s'assurer que quand on connecte un device sur tel port, il est bien reconnu en tant que, il est bien authentifié en tant que. Donc oui, on commence aussi à voir apparaître ces choses-là, mais c'est vraiment au fil de l'eau. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois, parce que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas présentes sur certains protocoles, comme du Modbus par exemple, par l'état d'authentification, etc., du chiffrement. Il faut le temps d'avancer aussi. Il faut que les protocoles soient prêts à pouvoir aussi accepter ces nouvelles méthodologies. Bon, moi, je vais donner une réponse, 2 réponses à la question. C'est-à-dire qu'il faut, encore une fois, je reviens sur on va faire des petits problèmes. Déjà, il faut différencier ce qui est nouveau et l'existant. Donc le greenfield et le brownfield. Donc sur le greenfield, je ne vois pas de difficulté majeure de faire de l'authentification. Encore. Bon, après, si on fait, ça ne change pas beaucoup dans les systèmes dans les réseaux industriels. Si on a déjà fait un peu d'authentification juste par MAC adresse, couper les ports qui ne sont pas utilisés, on est déjà bien avant d'arriver à l'authentification. Déjà, on est sur les fondamentaux. Après, ça, c'est pour les nouveaux, parce qu'il faut que les switches aussi supportent l'authentification et que l'infrastructure. Pour l'existant, c'est beaucoup plus compliqué, parce que moi, j'ai toujours eu une difficulté à vendre un projet de resegmentation d'un réseau pour amener un peu de la sécurité, parce que c'est ça qui coûte le plus cher, c'est le projet de segmentation. C'est là où on va aller plutôt vers d'autres types de technologies, on va aller plus sur la détection des sondes aujourd'hui qui détectent des nouveaux équipements, parce que le but, c'est ça, on fait de l'authentification pour identifier un équipement qui n'est pas censé être connecté. Donc là, on va trouver d'autres solutions. Aujourd'hui, on a des sondes qui font de l'apprentissage et ensuite, remonter des alertes en cas si on trouve un nouvel équipement ou un nouveau flux ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pour le brownfield. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit qui sort parce que voilà, encore une fois, le coût de refonte d'une infrastructure, d'un réseau avec les switches et autres, c'est énorme. Mais c'est envisageable pour le greenfield. Il ne reste plus beaucoup de temps là. Puis je pense que Géraud veut prendre la parole peut-être. Pour compléter ce qui vient d'être dit, il faut savoir que sur les anciens réseaux, évidemment, on ne va pas avoir la technologie intrinsèque dans ces différents éléments switch industriels, mais par contre, vous commencez à avoir aujourd'hui des solutions qui vous permettent de faire la micro-segmentation logicielle. Donc ça veut dire que même si votre réseau il est ancien avec du câblage, vous pouvez rajouter des éléments dans votre réseau qui va permettre de créer de la micro-segmentation. Et du coup, on ne va pas aller changer les éléments, mais on va venir rajouter des éléments supplémentaires. Géraud, commentaire? Ouais, alors juste un commentaire qui a peut-être un petit mot de la fin pour moi. On parle beaucoup de remédiation parce qu'on a affaire à souvent des initiés qui connaissent un peu le sujet et qui savent en parler et prendre des mesures. Mais je m'adresse aussi à des RSSI, des gens qui ont des fonctions un peu similaires. Parfois, on a des jolis KPI, on a des jolis dashboards à présenter à sa direction parce que l'IT est plutôt clean. Et l'OT, ça reste dans un coin de sa tête, on ne sait pas trop. Et avant de faire l'inventaire, il faut parfois faire preuve de courage, en fait, pour se dire qu'on va aller regarder ce qui se passe sur notre environnement industriel, notre environnement d'entrepôt, de plateforme, etc. Et je sais que c'est parfois difficile de passer par cette étape-là, donc je conseille à tout le monde d'aller voir, de creuser et d'en parler à sa direction notamment pour pouvoir un peu plus approfondir ces sujets. Donc pour les SSI, s'équiper de chaussures de sécurité, de casques et de lunettes, alors c'est ça? Et d'aller sur le terrain. Et d'aller sur le terrain. Bon investissement.
Donc ça sera le mot de la fin. Il y a des SSI ici. Levez la main, les gens qui ont des fonctions de SSI, donc vous avez compris. Hein. Casque, lunettes et chaussures de sécurité, plus le gilet jaune. Je pense qu'on a fait le tour, à moins qu'il y ait encore une dernière question. Parce que là, autrement, on a toute la soirée. Si vous voulez, on peut rester. Non, je ne pense pas que les organisateurs soient d'accord. Donc c'est bon pour tout le monde. Écoutez, je vous propose qu'on les applaudisse quand même, parce que c'était un exercice difficile. Même s'il a été préparé, je vous avoue, on n'a pas du tout suivi la feuille de route. On n'a rien suivi du tout. On est parti en live, mais c'est là où c'est quand même le plus intéressant. Je ne me suis pas présenté, je le fais toujours à la fin. Donc Jean-Christophe Marpeau, en charge de Captronic. J'ai rien compris. Moi, je m'occupe plutôt de très bas niveau des équipements, mais c'est quand même intéressant. On a parlé d'analyse de risque. Il fallait suivre la conférence de 13h. Je suis désolé pour vous, mais effectivement, ça a été l'objet du sujet. Et en tout cas, pour moi, je vous donne rendez-vous demain à 13h, où on va aborder le nouveau règlement machine et son volet cybersécurité, ce qui fait le lien en fin de compte avec ce sujet-là, où on aura la présence de Socotec et du CETIM, et on aura effectivement les dernières nouvelles qui sont sorties il y a quelques temps autour de nouveaux règlements machines et ce qui attend les fabricants de machines par rapport à ce nouveau règlement, c'est-à-dire l'intégration de la cyber et comment on fait, SBOM, gestion des vulnérabilités, mais ça, on en reparlera demain. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain pour certains.